Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes samedi 27 avril. Bienvenue dans le 20h. Voici les grands titres. Le président guinéen Alpha Condé a achevé sa visite d'amitié et de travail de 72 heures en Côte d'Ivoire. Il a quitté Abidjan pour Conakry ce samedi. La Côte d'Ivoire et la Guinée affichent leur volonté de dynamiser leur coopération, notamment dans le domaine économique. Les deux pays vont développer leurs échanges commerciaux. Le village de Ndri Kofikro, dans le département de Guitry, a une nouvelle école primaire. C'est un don de la première dame Dominique Ouattara qui fait de l'éducation des enfants une priorité à travers sa fondation Children of Africa et le comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants. Le concours d'entrée au CAFOP 2019 a démarré ce samedi. Plus de 58 000 candidats composent dans les différents centres à Abidjan et à l'intérieur du pays. La ministre Kandia Camara de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle a procédé au lancement du concours au Collège moderne du Plateau. Enfin, au Burkina Faso, 6 personnes, dont 5 enseignants, ont été tués hier vendredi par des hommes armés présentés comme des djihadistes dans le centre-est du pays. Ce n'est pas la première fois que les enseignants sont visés dans cette province. Soyez les bienvenus sur RTI 1. Ce sont des faits d'histoire qui ont laissé des traces douloureuses sur le continent. Difficile d'oublier, même si l'esclavage est aboli et s'il est reconnu comme un crime contre l'humanité. La Côte d'Ivoire brise le silence autour de la traite négrière pour comprendre ce passé douloureux et surtout renouer le contact avec ses enfants déportés à l'étranger. La route de l'esclave, lancée depuis 2 ans, porte ses fruits avec l'arrivée notamment des Bonis de Guyane, un peuple qui a des origines ivoiriennes. La Côte d'Ivoire sur les traces des Ivoiro-descendants. Quels sont les enjeux? On en parle avec un invité spécial qui est élégamment habillé ce soir. Il s'agit du ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Kwaku Bandama. Il est notre invité de la page culture de ce samedi. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, madame. On va parler d'esclaves. Oui. Des traites négrières. Oui. C'est un passé douloureux. Bien sûr. Vous ne pensez pas que ce sera remuer la plaie dans le couteau? Non, justement, c'est l'oubli. Le couteau dans la plaie, c'est l'oubli qui serait fâcheux. Il s'agit, en créant ce programme de la route d'esclaves d'UNESCO, de ne pas oublier, de réveiller ce qu'on appelle le devoir de mémoire et établir des relations, parce que ces afro-descendants réclament le retour sur la terre, réclament de renouer les relations avec leur terre d'origine. Et pour cela, tous ceux qui se reconnaissent d'une terre ou d'une autre doivent créer les liens pour rétablir la fraternité avec ces afro-descendants. Et nous, Ivoiriens, nous avons des Ivoiro-descendants. 95 000 sont partis des côtes ivoiriennes. Notamment les Bonis de Guyane. Notamment les Bonis font partie de ceux qui sont partis des côtes ivoiriennes. Et il nous appartient d'aller sur les traces de ces Ivoiro-descendants et renouer le contact avec eux afin de créer cette fraternité universelle que l'UNESCO réclame et dans laquelle la Côte d'Ivoire s'est engagée avec le président Alassane Ouattara. Et même s'il faut remuer le couteau dans la plaie, ça fait mal, mais il faut en parler. La suite, ce sera tout à l'heure. Dans la page culture, on va se retrouver dans une trentaine de minutes. À tout à l'heure, monsieur le ministre. Merci. Le président guinéen Alpha Condé a achevé sa visite d'amitié de travail de 72 heures en Côte d'Ivoire. Il a quitté Abidjan pour Conakry ce samedi. Il a été raccompagné, comme vous le voyez sur ces images, à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny par son homologue ivoirien Alassane Ouattara et par des membres du gouvernement. Cette visite du président guinéen en terre ivoirienne a permis de revisiter et de renforcer la coopération entre les deux pays. Ils envisagent de développer leurs échanges commerciaux. D'autres secteurs, notamment la sécurité, sont pris en compte dans cette coopération ivoiro-guinéenne. Le ministre guinéen de l'Intérieur, Bourema Condé, et son homologue ivoirien, Sidiki Diakité, ont eu des séances de travail lors de la visite du chef de l'État, Alpha Condé, en Côte d'Ivoire. La gestion de la frontière de Ouanénou a été évoquée. Il est question de renforcer la cohésion entre les peuples vivant dans cette zone.
Je vous propose à présent de prendre la direction du village de Ndri Kofikro. C'est dans le département de Guitry. Ce village vient d'avoir une nouvelle école primaire. C'est un don de la première dame Dominique Ouattara, présidente du comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants. Ce don est une réponse au déficit de structures éducatives dans cette localité. Les clés ont été remises par Yao Patricia Sylvie, députée maire de Guitry. Alexis Ouedraogo. Ndri Kofikro, à 17 km de Guitry. Yao Patricia, directrice de cabinet de la première dame et députée maire de la localité, remet 3 salles de classe, 3 résidences, une cantine et 2 blocs de latrines. Le don est de la première dame Dominique Ouattara, présidente du comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants CNS. La structure, financée par le Conseil du Café Cacao, vient apporter une réponse à la problématique du manque de structures éducatives dans la localité. Yao Patricia, députée maire de Guitry et secrétaire exécutif du CNS, profite de la cérémonie pour sensibiliser les populations à l'importance de la scolarisation des enfants. En bouchant la même trompe, le préfet du département, Yao Patricia, invite les populations à prendre soin de cette infrastructure pour le plus grand bien des enfants. Pour le président de la Fondation mondiale du cacao, Tim McCoy, il est important de lutter contre le travail des enfants. Pour lui, l'école est la seule alternative pour garantir leur avenir. Ils rêvent de faire partie de la famille des enseignants en Côte d'Ivoire. Ils sont plus de 58 000 candidats à postuler au concours d'entrée au CAFOP 2019. Les épreuves vont démarrer aujourd'hui sur l'ensemble du territoire. La ministre Kandia Camara de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle a procédé au lancement du concours au Collège moderne du Plateau. Ouattara Amadou Walter pour le reportage. Concours direct d'entrée dans les CAFOP session 2019. Les files d'attente dues au contrôle d'accès au centre de composition du Collège moderne du Plateau laissent entrevoir l'engouement au niveau des candidats. Je suis là depuis 6h30. C'est un rêve. Depuis le bas d'âge, j'ai aimé l'enseignement. Voilà pourquoi je suis là. 8h30, la sonnerie de l'établissement retentit. La ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle procède au lancement des épreuves après vérification des paquets contenant les copies. C'est par l'épreuve de mathématiques que débute ce concours. Au Collège moderne du Plateau, 500 candidats répartis dans 20 salles sont à la conquête du titre d'instituteur adjoint. Ce sont des sujets d'exercice qu'on a déjà vu en seconde. Voilà, donc ça ne m'effraie pas. Je ne suis pas inquiet. Je suis plus sereine parce que c'est carrément abordable. Et on a fait les cours de préparation appropriés pour se rafraîchir la mémoire. Un autre centre de composition, le lycée moderne de Trècheville. La ministre Kandia Camara attire l'attention des candidats. On vient à l'enseignement par vocation, a-t-elle prévenu. Les candidats disent être conscients des réalités du métier d'instituteur. Mais quand on aime quelque chose, on est prêt à braver toutes les difficultés parce que faire quelque chose qu'on aime, se réjouir là-dedans, c'est tout ce qu'on peut espérer pour notre épanouissement. J'ai choisi l'enseignement parce que c'est un métier que j'aimais depuis le bas âge, à cause de mon maître de CE1. Dans l'ensemble, la tenue du concours direct d'entrée dans les CAFOP session 2019 se déroule bien. La ministre de l'Éducation nationale s'en félicite. Le président de la République a décidé de recruter pour cette année 6 000 enseignants instituteurs adjoints. Et pour ces 6 000 places, nous avons 58 637 candidats. Donc c'est dire qu'il y a de l'engouement pour le métier d'enseignant. Donc nous nous félicitons de pouvoir le faire ce matin. L'après-midi sont prévues les épreuves de français et de culture générale. Les épreuves écrites se tiennent en une journée. Les admis seront soumis à un test psychotechnique qui ouvre la porte du CAFOP pour une formation de 2 années débouchant au métier d'instituteur.
Il y a effectivement de l'engouement pour ce métier d'enseignant. Plus de 4000 candidats repartis dans 8 centres d'examen composent aussi à Boaké pour le concours direct d'entrée au CAFOP 2019. Ils ont composé dans 3 disciplines, notamment les mathématiques, le français et la culture générale. Les autorités locales ont visité les centres pour s'assurer du bon déroulement des épreuves, comme nous rapportent Guénéma Ouattara et Kwadio Kwame Jean de Dieu. Plus de 4000 candidats repartis dans 8 centres composent dans les disciplines de mathématiques, de français et de la culture générale au concours direct d'entrée au CAFOP, Centre d'animation et de formation pédagogique, session 2019. Les autorités locales sont venues apporter leur soutien aux différents candidats et s'assurer du bon déroulement du concours. Les candidats ne sont pas seulement de la région de Boaké. Nous recevons ici les candidats de Katola, de Mankono, et puis d'ailleurs de toute l'étendue du territoire, parce que certains candidats de régions plus éloignées ont choisi de composer à Boaké. Toutes les dispositions qui ont été prises sont appliquées. Les chefs de centre sont présents, les superviseurs sont présents, des surveillants qui ont été convoqués sont également présents. Nous avons constaté peu de candidats absents. Une fois qu'on aura fini avec ce premier tour, il y aura l'admissibilité. Après l'admissibilité, les candidats admissibles vont faire le test psychotechnique. C'est après le test psychotechnique qu'on va déclarer les candidats admis définitivement. Nous voulons donc compter sur vous pour que vous donniez le meilleur de vous-même. Nous voulons donc vous demander d'éviter de tricher. Donc on vous encourage. Ensuite, cap a été mis sur le lycée moderne TCF, l'un des centres de composition. Les mêmes mots d'encouragement ont été prononcés à l'endroit des candidats. Les résultats sont prévus pour le mois de mai 2019. 10 villes ont été retenues pour ce concours direct d'entrée au CAFOP 2019 en Côte d'Ivoire. À Daloa, 3703 candidats sont en lice pour le concours direct d'entrée au CAFOP 2019. Mais dans quelles conditions se déroulent les épreuves? Éléments de réponse avec notre reporter Franck Quadio. Lycée Antoine Goza de Daloa dans le Haut-Sassandra. Le chef de cabinet Kouyaté Abdoulaye, représentant la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, ouvre l'épreuve de l'examen d'entrée au CAFOP 2019. À ses côtés, le préfet de région qui garantit la sécurisation des épreuves à Daloa. Nous avons suffisamment d'examinateurs qui sont dans les salles. Vous voyez dans la cour déjà, partout où vous êtes rentrés, nous avons suffisamment de forces de l'ordre pour assurer la sécurité. Maintenant, nous demandons aux candidats eux-mêmes d'être consciencieux parce qu'il y en a qui sont tentés de faire autre chose que ce qu'on leur demande, frauder et tout ça. Donc, à ce niveau, nous demandons aux examinateurs d'être vigilants. Après le lycée Antoine Goza, la visite s'est poursuivie dans quelques centres de Daloa. Au total, 8 centres ouverts dans cette localité pour permettre la composition des épreuves de mathématiques, de composition française et de culture générale. Il s'agit, n'est-ce pas, de recruter des instituteurs qui vont avoir 2 années de formation et puis encadrer, n'est-ce pas, les plus petits, à savoir depuis la classe de CP1 jusqu'au CM2. Il faut que les candidats soient dans les bonnes conditions pour pouvoir composer. Parce que nous avons besoin d'instituteurs, n'est-ce pas, de qualité pour encadrer nos enfants. La base de toute éducation, c'est le primaire. Ils sont 3703 candidats engagés pour l'entrée au CAFOP à Daloa. Pour cette session 2019, ce sont 6000 instituteurs qui seront recrutés sur un effectif de 59 000 candidats à la fonction d'enseignant. Voilà, et notez que 6 000, comme vous l'avez entendu, 6 000 candidats seront retenus donc à l'issue de ce concours direct d'entrée au CAFOP 2019. La Côte d'Ivoire, qui abrite en ce moment ce concours de CAFOP, vient de valider un nouveau plan national d'action de mise en œuvre de la résolution 1325 qui vise la protection des droits de la femme. C'est le deuxième du genre puisque le premier a expiré en 2012. Cette validation intervient après une rencontre entre les institutions nationales, les associations de société civile, l'ONU Femmes et l'ambassade du Canada en Côte d'Ivoire. On en sait plus avec Ouattara Madou Walter. Depuis le 2012, le premier plan national d'action relatif à la mise en œuvre de la résolution 1325 a expiré. Cette résolution concerne le droit des femmes, la paix et la sécurité. Il y avait un déficit
et une faiblesse de coordination dans la mise en œuvre du plan précédent. Il y avait également un déficit d'appropriation. L'élaboration d'un second plan national a suscité des concertations. Le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant y accorde beaucoup d'intérêt. Ce ministère vient d'initier une rencontre à cet effet. Une soixantaine de participants issus des institutions nationales, primatures, Sénat, Assemblée nationale et des organisations de la société civile a produit des recommandations. Prendre en compte le programme Femmes, Paix et Sécurité dans le cadre de la mise en œuvre du programme social du gouvernement. Soumettre le plan d'action national à l'adoption du Conseil des ministres. Plaidoyer pour une représentation d'au moins 30% de femmes dans les institutions et toutes les instances de prise de décision. La ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant promet le soutien du gouvernement pour l'application des recommandations faites à son endroit. Adossé sur 4 piliers, prévention, protection, participation et redressement, ce nouveau plan d'action est le fruit des différentes consultations des différentes parties prenantes. À ce niveau, réaffirmer la détermination du ministère pour assurer la coordination des initiatives en matière de genre, paix et sécurité et à travailler pour l'intégration systématique de cette dimension dans les politiques de développement. L'élaboration du nouveau plan national d'action 2019-2023 sur la mise en œuvre de la résolution 1325 a bénéficié de l'appui de ONU Femmes et de l'ambassade du Canada en Côte d'Ivoire. Le ministère de l'Assainissement et de la Salubrité dévoile ses grands chantiers aux journalistes. La ministre Anne-Désirée Ouloto, invitée des rédactions de Fraternité Matin, s'est prononcée notamment sur la réforme du secteur déchets et sur les projets concernant l'assainissement et le drainage. Notre reporter Grace Kando nous résume ces 2 heures d'échange avec les journalistes. C'était dans les locaux du quotidien Fraternité Matin. L'invité des rédactions de Fraternité Matin, Anne-Désirée Ouloto, ministre de l'Assainissement et de la Salubrité, aborde les questions des acquis, défis et perspectives de son département ministériel. Pour ce qui est de la salubrité, l'on note la réforme et la réhabilitation du secteur déchets. Des appels d'offres internationaux ont permis pour le district autonome d'Abidjan de recruter des opérateurs d'expérience, ce qui a permis d'améliorer la collecte et la propreté à Abidjan avec du matériel de qualité, de construire un centre de valorisation et d'enfouissement technique à Kosiouin pour une élimination écologiquement rationnelle de nos déchets. La réforme dans le secteur des déchets a vu la création de plusieurs emplois. En matière de création d'emplois, depuis le 2 novembre 2018, ce sont 6 723 emplois directs et indirects qui ont été créés avec le développement de nombreuses activités connexes avec naturellement des sous-traitants. Et dans ce cadre-là, des contrats ont été signés avec 15 groupements de précollecteurs dans le district d'Abidjan. En ce qui concerne l'assainissement et le drainage, des dispositions sont prises pour lutter contre les inondations. Pour ce faire, les ouvrages primaires de drainage du district autonome d'Abidjan font l'objet d'entretiens continus par des contrats pluriannuels sur des périodes trimestrielles. En outre, un programme de résilience urbaine contre les inondations est en cours de préparation. Pour les autres localités du pays, les études se poursuivent pour doter chaque ville d'un schéma directeur d'assainissement et de drainage. Au titre des perspectives, le ministère de l'Assainissement et de la Salubrité entend prendre sa part dans le programme social du gouvernement. Pour ce faire, 4 objectifs ont été définis, notamment la finalisation du document de politique nationale de l'assainissement et de la salubrité et les schémas directeurs d'assainissement et de drainage de l'ensemble des villes du pays. Je vous conduis sur la scène politique. Le ministre Mabry Touakeus, cadre du RHDP, est en tournée à Zoukoube pour rencontrer les agriculteurs afin de s'imprégner de leurs difficultés et surtout leur parler de l'importance du RHDP pour la Côte d'Ivoire. Le reportage d'Éric Goré.
Albert Mabritois-Keus au pays Nyambois pour communier avec les populations afin d'échanger sur des questions importantes concernant le RHDP. Cette présence de Mabritois-Keus à Zougoubwe lui a permis de découvrir la culture de ce peuple. Réconcilions-nous, aimons-nous les uns les autres et permettons au président Alassane Ouattara de réussir sa mission, a-t-il souligné avant d'ajouter. N'écoutez pas les ondits. Et vous avez raison. Vous avez raison. Aujourd'hui, chacun doit se donner les moyens de réussir sa vie. Et la vie, on peut la réussir partout. J'ai vu une sous-préfecture de Grébé debout dans la cohésion. Je porterai ce message de cohésion au chef de l'État pour dire que vous êtes prêts pour la réconciliation. Cette rencontre a été une occasion pour les populations de la localité de faire des doléances. Des moyens de transport pour la sortie de nos produits. Une broyeuse de manioc, des pulvérisateurs pour l'utilisation d'herbicides, des motopompes. J'aimerais notre avocat auprès de ce génie politique qui est le chef de l'État. Monsieur le ministre, votre arrivée parmi nous se présente comme une réponse divine aux appels de toutes les populations locales. À la fin de la rencontre, Albert Mabritois-Keus a promis faire face à toutes ces doléances dans les prochains mois. Après l'intérieur du pays, le mouvement Horizon RHDP, notre héritage, met le cap sur l'extérieur. Le délégué du mouvement en France a été investi. Il aura pour mission de promouvoir les idéaux de paix et les actions de développement du président de la République en France et partout en Europe. C'est à Soro. Le RHDP continue de s'implanter en dehors de la Côte d'Ivoire. Le mouvement Horizon RHDP, notre héritage, a désormais un délégué pour la France. Nouvellement investi, il a pour mission de promouvoir les actions de développement du président Alassane Ouattara. À cet effet, il se fait porte-parole de ces actions en France et en Europe. Que ce soit dans le domaine des infrastructures économiques, des grands travaux, des services sociaux de base, du repositionnement diplomatique, que dans celui de la gestion publique, nous avons fait des progrès inespérés. Ces performances si importantes saluées par nos compatriotes et la communauté internationale, nous les devons à un homme et à sa vision. Il s'agit du président Alassane Ouattara. Selon le président d'honneur du mouvement, depuis l'accession du président Alassane Ouattara à la magistrature suprême, aucune région de la Côte d'Ivoire n'est en marge du développement. Pour cela, il invite les Ivoiriens de la diaspora à venir et à investir au pays. C'est de dire à cette diaspora d'être mobilisée autour de la cohésion que prend le président Alassane Ouattara de développement et de réconciliation. Nous voulons qu'ils adhèrent fortement à ce projet de développement du président de la République. Allez soutenir le mouvement, le secrétaire national du parti Les Républicains de l'ex-président français Nicolas Sarkozy, Stéphane Tiki, appelle à l'union autour du RHDP. On est heureux d'avoir échangé aujourd'hui avec le RHDP, avec les militants, et c'est un mouvement qui grandit, qui grossit, pour mettre en avant tant seulement ce qu'a fait le président de la République Alassane Ouattara et aussi rendre hommage au père fondateur Félix Houphouët-Boigny. Cette cérémonie a également vu la participation de nombreux cadres du parti et des parlementaires ivoiriens. Aujourd'hui, nous avons une métamorphose dans notre pays. Le pays est bien apprécié au niveau tant national qu'international et on voit le balai diplomatique que connaît notre pays depuis ces derniers temps, et tout cela à cause du savoir-faire de notre cher président, son Excellence Alassane Ouattara. Le mouvement Horizon RHDP Notre Héritage a pour objectif de véhiculer les idéaux de paix et de cohésion sociale. Après la France, le cap sera mis sur l'Afrique du Nord et l'Amérique. Le parti RPCP Renouveau pour la paix et la concorde est aussi sur le terrain. RPCP a tenu ce samedi à Abidjan sa deuxième convention ordinaire autour du thème le RPCP, parti politique centriste face aux défis de son implantation, de la paix, de la stabilité et du bien-être du peuple de Côte d'Ivoire. Le parti entend faire de la politique un réel outil de développement au service des Ivoiriens, comme nous l'explique Alexis Ouedraogo. Le parti centriste ivoirien RPCP fait son bilan et trace ses perspectives. Ce samedi à Abidjan pour sa deuxième convention ordinaire, le parti a dit sa vision, rassembler les Ivoiriens et travailler à leur bonheur. Le centrisme a pour objectif
la mise en place d'une démocratie républicaine respectueuse et équilibrée. C'est cette idée qui nous guide et qui justifie notre présence en ces lieux. Le centrisme que nous défendons, c'est le juste équilibre. Il se résume en une bonne et pertinente répartition harmonieuse des richesses et de l'espace du pays. Aux côtés du RPCP, plusieurs partis sont venus apporter leur soutien, un message d'unité et de rassemblement que prône le parti. Le partenariat politique recouvre l'adversité et la violence sous toutes ses formes. Il préconise le rapprochement, l'entente et le soutien. C'est une manière innovante de voir et de faire la politique dans notre pays. Cela, à mon sens, peut permettre de dissoudre les tensions entre partis et mettre fin aux joutes verbales qui ont souvent cours entre responsables de formations politiques. Rappelons que c'est le 12 décembre 2012 que le RPCP a vu le jour sur la scène politique ivoirienne. Et loin de la scène politique, en Côte d'Ivoire se tient la 9e édition du Salon international du tourisme, CITA 2019. L'événement a démarré aujourd'hui jusqu'au 1er mai prochain autour du thème « Synergie du tourisme en Afrique, une force économique ». Près de 100 000 visiteurs sont attendus à ce CITA 2019. On en sait plus avec Francis Boifo. Des prestations artistiques à l'ouverture du CITA 2019, entendez Salon international du tourisme d'Abidjan. Une vingtaine de pays participants, 100 000 visiteurs attendus avec une innovation majeure. C'est surtout le FITA, le Forum des investissements pour le tourisme africain. Et puis, on cherche à prendre le leadership. La Côte d'Ivoire veut mettre à profit cette rencontre internationale pour faire la promotion de son patrimoine et naturellement augmenter le volume de visiteurs. Le flux touristique est passé de 3 millions en 2016 à 3 938 972 visiteurs pour l'année 2018, soit une croissance de 22%. Je voudrais donc inviter les opérateurs du secteur, les investisseurs nationaux et internationaux à saisir toutes les opportunités d'investissement qu'offre notre secteur. Le CITA est ouvert au public et opérateurs économiques de 9h à 23h à Port-Boué, route aéroport Firsi-Fouet-Boigny d'Abidjan, et l'entrée est à 1000 francs CFA. Et notez que le CITA 2019 s'achève le 1er mai prochain. Ce jour, c'est la fête du travail. Le 1er mai, jour de la fête du travail, est déclaré jour férié chômé et payé sur l'ensemble du territoire ivoirien. Ailleurs au Burkina Faso, 6 personnes ont été tuées hier vendredi par des hommes armés présentés comme des djihadistes dans la province de Koupé-Logo et dans le centre-est du pays. L'attaque a été menée par des hommes présentés comme des djihadistes et ce n'est pas la première fois que les enseignants sont ainsi visés dans cette province. Une nouvelle plus gaie, nous sommes samedi, on va parler maintenant culture. Dans le cadre du traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, l'axe Yamoussoukro-Ouagadougou sur le plan culturel se porte bien. Ce lien est renforcé par la participation du Burkina Faso comme pays invité d'honneur au FEMIA 12. Nous avons un patrimoine culturel et artistique commun. Pour le FEMIA, à travers son leader, je l'ai dit, M. Traoré à Salfo, d'opérer un tel choix. Et c'est pour ça que nous l'avons accueilli en même temps avec beaucoup de responsabilités. Pour cette 12e édition du FEMIA, une journée culturelle a été entièrement dédiée au Burkina Faso. De la musique à l'artisanat, en passant par la mode, tout y est pour valoriser le pays des hommes intègres. Et puis il y a eu cette grande journée du mercredi, la journée du Burkina Faso, avec substance spéciale qui a permis au Burkina Faso de présenter aussi ce qu'il sait faire en matière artisanale, en matière de valorisation du faso d'Anfani, du Kokodonda, des mets culinaires. Nous avons été très heureux de voir que hier jusqu'à 20h, ce stand était encore
visiter. Cette coopération culturelle, le ministre de la Culture et des Arts du Burkina Faso souhaite qu'elle soit intensifiée dans les années à venir. Le chemin le plus court, le plus efficace pour construire l'intégration, mais aussi pour créer une atmosphère de cohésion sociale dans nos pays. Parce que nos pays sont tous traversés par ce que j'appelle des dynamiques négatives. Parce que l'élément culturel, vous savez, la violence est un sous-produit de ce que l'on ne se connaît pas et de ce que l'on ne connaît pas l'autre. Et celui qui ne se connaît pas ne connaîtra jamais l'autre. Pour le ministre Abdoul Karim Sango, ce genre de coopération permettra de créer un marché commun afin que les artistes des deux pays puissent vivre décemment de leur métier. Voilà, vous venez donc de suivre le FEMIA, le Festival des musiques urbaines d'Anoumambo, FEMIA qui a démarré le 23 avril dernier à Anoumambo et à l'Institut national de la jeunesse et des sports. Et cette année, le Burkina Faso était le pays invité d'honneur. Nous allons passer maintenant à l'entretien avec notre invité de la page culture de ce 20h. Je disais tantôt, la Côte d'Ivoire, notre pays, part à la conquête de ses enfants arrachés de son sein pendant l'esclavage et le silence autour de la traite négrière brisée par notre pays, les enjeux et les retombées de la route de l'esclave. On en parle avec le ministre de la Culture et de la Francophonie. On vous retrouve, monsieur le ministre. Alors, c'est un pan de notre histoire que nous n'oublions pas. La Côte d'Ivoire a vécu la traite négrière et l'esclavage. Alors, où se situe la différence? Il n'y a pas de différence entre l'esclavage et la traite négrière. La Côte d'Ivoire, très peu d'Ivoiriens savent, parce que nos livres d'histoire n'en parlent pas, que leur pays a été également, comme bien de pays d'Afrique, des terres d'où sont partis des milliers de captifs devenus esclaves sur le continent américain et les îles des Antilles. Aujourd'hui, avec nos recherches, avec l'équipe que nous avons mise en place et les contacts que nous avons avec d'autres institutions qui traitent de ce sujet, nous savons que 95 000 personnes sont parties des côtes ivoiriennes. Et principalement sur l'axe Kanganyanzé-Cap-Laou. D'accord, vous allez en parler. Et Assini et Grévin-Sassandra. Ce sont des sites négriers. Ce sont des sites négriers. Ce sont des sites négriers. Vous allez en parler davantage tout à l'heure, mais on va commencer par les premières journées mémoriales internationales que vous venez d'organiser. Merci. Alors, quels étaient leurs objectifs? C'est dans le cadre de la mise en valeur de notre programme et de la promotion de nos sites et également notre volonté sur les recommandations du chef d'État de faire en sorte que les Ivoiriens descendants, partout où ils sont, surtout issus de la traite négrière, soient trouvés et que nous puissions les faire revenir pour nous réconcilier avec eux. Et donc, l'arrivée des Boni entre dans le cadre de la mise en œuvre de ce programme. Comme il y a 2 ans, nous avons fait venir en Côte d'Ivoire des Ivoiriens descendants américains qui, après avoir fait leur test ADN, ont reconnu qu'ils sont d'origine ivoirienne. Aujourd'hui, c'est plus de 300 Américains qui, après leur texte, ont reconnu qu'ils sont d'origine ivoirienne, dont le grand artiste musicien du gaz, Marcus Muller. Donc, l'arrivée des Boni entre dans ce programme de mise en œuvre de notre du projet La Route de l'Esclave. Alors, accompagné donc de ces Boni de Guyane qui ont justement des origines ivoiriennes, vous avez fait escale à Kanganyanzé où une stèle en mémoire de l'esclavage a été dressée. Nous allons suivre ensemble ce reportage de Serge Coléa et on en reparle par la suite. Les Boni de Guyane sur les terres de leurs ancêtres Akan. Krengiabo, siège du royaume Sanwi, constitue le premier véritable contact de ses arrière-petits-fils et filles d'Africains victimes de la déportation au plus fort de la traite négrière. L'acte 1 des Journées mémorielles internationales de la route de l'esclave est une initiative du ministère de la Culture et de la Francophonie. Le ministre Maurice Kwaku-Bandaman a le soutien de Sianou Fofana, ministre du Tourisme. Aux côtés du roi Nana Amon Doufou V et sa suite, le ministre Aka Awele, enfant du Sanwi. Boni de Guyane ainsi que filles et fils du Sanwi expriment leur grande émotion face à ce moment du souvenir.
Pour les Bonis de Guyane, ce cadre scelle la reconstitution de tous les liens sacrés rompus par les esclavagistes il y a des siècles. Moi, je suis très heureux d'être ici, accompagné de tous nos frères et sœurs qui sont venus aussi de la Guyane avec nous. C'est un moment historique, ce sont des moments uniques et nous avons eu une joie particulière de pouvoir vivre ça. Je pense que chacun est très heureux de pouvoir être ici aujourd'hui. Durant ces 400 ans d'esclavage et plus de 3 siècles de séparation, tout n'a pas été perdu. Les similitudes linguistiques, la gestuelle dans la danse habitent encore ces descendants d'Afrique. Les journées mémorielles internationales de la route de l'esclave se tiennent en Côte d'Ivoire du 22 au 26 avril. Alors, monsieur le ministre, parlez-nous des liens entre les Bonis de Guyane, en 2 mots, les liens entre les Bonis de Guyane et ceux de la Côte d'Ivoire. Peut-être que vous me permettrez d'abord de réexpliquer à nos compatriotes le programme que nous avons. Les Bonis sont en fait, nous y reviendrons, mais c'est un programme général de l'UNESCO qui a... Parlant de la route de l'esclave. La route de l'esclave pour dire qu'il ne faut plus que ces crimes se répètent et pour cela, il ne faut pas qu'on oublie. Donc, le devoir de mémoire. Et tous les pays qui ont connu l'esclavage ont créé des circuits pour que les pistes ou les lieux qui ont servi à l'esclavage soient identifiés, que des monuments soient érigés et que ces lieux soient des lieux de visite. Vous allez revenir justement sur ces lieux, voilà, sur donc, ces sites négriers voilà. en Côte d'Ivoire, puisque il en existe. Donc, évidemment, dans ce cadre de ce programme de la route de l'esclave, nous avons identifié en Côte d'Ivoire des lieux comme Kangan-Nyanzé. Monsieur le ministre, vous allez en parler tout à l'heure, parce que justement, on va s'arrêter à Kangan-Nyanzé. D'accord. Mais parlons des Bonis que nous venons de voir. Les Bonis font partie de ces milliers d'Ivoiriens qui ont été déportés sur les côtes, sur les Amériques. Et il se trouve que au Suriname, qui était une propriété néerlandaise, ces populations noires maltraitées, certains parmi eux, dont la Boni, dirigée par un de leurs chefs qui s'appelle Boni Akilifou. Boni Akilifou est le fils d'une femme dite reconnue comme venue de Tiasalé, qui a donné à son enfant le nom Boni en souvenir de la reine Aquaboni. D'accord. Donc... Et ce Boni, laissez-moi finir, c'est la question. Allez-y. Ce Boni, il se trouve être le chef d'un des groupes qui se sont révoltés contre leur maître et ont traversé la rivière de la Maronie, donc les nègres marrons, donc ces nègres qui se sont enfuis dans les forêts de l'Amazonie pour échapper à la maltraitance. Et il se trouve que parmi eux se trouve un Boni qui était le chef de ce groupe. Et en souvenir de ce chef qui les a libérés, ce groupe a porté le nom Boni. Et ce qui est intéressant, c'est que ces Boni parlent une langue qu'ils appellent Aloukou. Et ils vivent près d'un fleuve qu'ils appellent l'Awa, la Loukou. C'est bien en Côte d'Ivoire. Nous avons le Nawa en Côte d'Ivoire. Donc, les éléments montrent que ce sont des Ivoiriens qui ont retrouvé en ce Boni leur chef. Et il y a donc des liens. Donc, il se trouve que ce sont des Boni, les liens linguistiques, les liens pratiques culturels, les danses et les enquêtes qui ont été faites par Serge Bilé, que nous remercions, puis c'est lui qui nous a aidés à faire venir les Boni, ont démontré que les liens sont très forts, les pratiques sont similaires avec les Akans. Et on pense que, vraisemblablement, la majorité serait partie du peuple Akan, du peuple Aïni, dont le nom Boni. D'accord. Et il est dit que des événements graves relatifs à l'esclavage se sont passés dans le village de Kangan-Nyanzé, où se sont rendus les Boni dernièrement, avec vous. Alors, vous décrivez ce lieu, monsieur le ministre, comme un endroit où gronde encore la mémoire de la détresse. Parlez-nous un peu de ces événements douloureux. Alors, donc, Kangan-Nyanzé, parce que c'est pour ça qu'on parle de route de l'esclave, parce qu'il y a plusieurs pistes. Les esclaves viennent de plusieurs contrées, et puisque c'est par la mer que les esclaves sont déportés, il faut bien sûr des voies qui conduisent à la mer. Et le fleuve Bandama était une des voies utilisées depuis Tiasalé. Parce qu'à partir de Tiasalé, le Bandama devient navigable. Et Kangan-Nyanzé était un des lieux de rassemblement des esclaves. Des esclaves. Et pourquoi Kangan-Nyanzé et pourquoi cette rivière? Cette rivière a une force, cette rivière a une histoire. Il se trouve que cette rivière qui est adorée a des vertus thérapeutiques. Et ces esclaves qui arrivent malades depuis des mois de marche, arrivent malades, et en prenant des bains dans cette rivière, ils retrouvaient la santé, ils retrouvaient leur équilibre.
Et ces esclaves venaient d'où? Ils venaient de tous les coins. Il y en a qui venaient de l'ouest de la Côte d'Ivoire, il y en a qui venaient du nord, il y en a qui venaient de, presque du centre et de plus loin. Des pays comme le Mali, comme le Burkina. Quand ils venaient prendre la ligne droite pour aller à la mer, passant par Bouaké, ils arrivaient. Donc, premier lieu de rassemblement, c'était à Nianzé. Et premier bain mythique, c'est le Nianzé. Et après cela, ils sont conduits quelques kilomètres plus loin, au bord du fleuve Bandama, dans ce village qu'on appelle Niamoué aujourd'hui, où se trouve le premier marché d'esclaves. Parce que ces esclaves, certains ne sont pas... ils sont vendus comme des marchandises, comme des moutons. Objets. Comme, vous voyez, quand la fête de la Tabaski arrive, on fait venir des cargaisons de béliers, de moutons du Mali, du Burkina, et on les parque à Port-Boué, on les engraisse. Ceux qui sont les plus dodus sont vendus. Donc, après avoir été traités, soignés, ils sont conduits à Niamoué, où les premières ventes se font. Et à partir de là, ils prennent le fleuve par Niamoué, par Aouya, par Broubrou, à Tiasalé, pour aller jusqu'à Laou, Cap Laou, et à Cap Laou. À Laou Panda, aujourd'hui, on appelait ça le nom de service Cap Laou, mais le Cap c'est Laou, mais en fait, c'est Laou Panda. Et de Laou Panda, ils prenaient la mer. Donc, ce texte-là, nous l'avons identifié. Il est documenté par nos historiens et nous le mettons en valeur. Et c'est pour cela que l'année dernière, il y a 2 ans, nous avons fait venir les Américains et cette année, nous faisons venir les Boni. Et l'année prochaine, nous irons parce que nous avons aujourd'hui les informations selon lesquelles nous avons des Ivoiro-descendants au Brésil. On les appelle les Laou parce qu'ils portent le nom du lieu d'où ils sont partis, les Laou. On a des Galous qui sont venus de la région de Divo, de Gaïwa, ils se trouvent au Mexique. Donc, notre équipe de scientifiques, d'historiens que nous avons mis en place, travaille sur les traces des Ivoiriens, des Ivoiro-descendants. Et donc, chaque année, au cours des journées mémorielles, nous ferons venir des communautés reconnues comme d'origine ivoirienne. Donc, les premiers sont les Boni, parce que c'est clairement connu, mais eux-mêmes le savent, qu'ils sont d'origine ivoirienne. Alors, quel est l'intérêt d'une telle démarche? L'intérêt est d'abord historique. Il faut qu'on se souvienne. Et qu'on ne répète plus les crimes de masse. Et que nous, Africains, reconnaissions aussi notre part de responsabilité. Parce que jusque-là, c'était les Européens qui étaient accablés. Mais à travers le programme de l'UNESCO, les pays africains doivent reconnaître leur part de responsabilité. Et parce que nos parents afro-descendants, l'accusation qu'ils portent contre les Africains et qui bloque la réconciliation, c'est le fait que les Africains n'aient pas encore reconnu leur propre part de responsabilité. Nous, l'approche, c'est de reconnaître notre part, c'est de faire la repentance et de proposer la réconciliation. Monsieur le ministre, notre part de responsabilité? Ah oui, bien sûr, puisque c'était des locaux qui allaient capturer des esclaves, c'était eux qui les vendaient. Et nos parents aujourd'hui, puisqu'ils ont été sensibilisés pour témoigner, pour ne pas cacher la vérité. Ce serait quand même triste que nos enfants ne sachent pas que leur pays a été aussi une terre de déportation d'esclaves. Nos livres d'histoire n'en parlent pas. Mais avec ce programme que nous sommes en train de développer, bientôt, nos programmes dans nos écoles primaires ou secondaires, même à l'université, puisque nous avons des étudiants qui font des recherches sur ce programme, vont parler de ce pan de notre histoire pour ne pas qu'on oublie et pour ne pas que demain on soit complice d'autres crimes, de crimes contre l'humanité qui consistent à brader nos biens, à vendre nos frères pour des intérêts tout à fait égoïstes. Vous avez déjà évoqué les sites négriers, mais est-ce qu'on peut avoir une idée du nombre des sites négriers en Côte d'Ivoire? Nos scientifiques continuent de travailler sur ces sites. Nous avons des axes. L'axe Kanganyanzé, Laou Panda est connu. Nous avons quelques sites. Nous savons que Assini également, puisque Assini a été la première porte d'entrée de l'Occident en Côte d'Ivoire en 1830. Et Assini a été aussi un point de vente et de départ des esclaves. Vous savez que Bakay Jackson serait d'origine ivoirienne. On l'aurait identifié comme étant de Krangabo. Et c'est pour cela que quand il est mort, Krangabo a fait des obsèques et que lui-même est venu à Krangabo. Geshi Jackson
a certifié qu'il est d'origine ivoirienne et ghanéenne. Donc nous avons ces sites et également nous avons le site de Grévin dans le département de Sassandra. Vous allez les revaloriser tous ces sites? Bien sûr, tous ces sites sont... et c'est la dernière question. Oui, tous ces sites seront valorisés, seront promus et ils vont faire partie de ce qu'on appelle le tourisme de mémoire. Parce que nous avons aujourd'hui une forte demande d'afro-descendants, d'Européens qui veulent visiter tous ces sites. Donc nous avons nos sites que nous avons identifiés et nous sommes en train de travailler pour les mettre en valeur. Et nous avons commencé par Kanganyanze et nous allons continuer avec disons, la collaboration des populations autochtones, parce qu'il ne suffit pas d'identifier les sites, il faut les enrichir par des témoignages qui concordent avec les faits historiques, puisque ces faits doivent être certifiés et nos sites doivent être valorisés et accrédités par l'UNESCO. Donc nous avons besoin de la collaboration de nos parents et nous souhaitons que partout où ces sites ont été identifiés, les parents coopèrent et collaborent. Et justement, au-delà de tout ça, il faut aussi consolider les liens avec ces Ivoiro-descendants. C'est créer la paix, créer la fraternité et la réconciliation. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, d'avoir répondu à nos questions. Merci d'avoir été notre invité de la page culture et de nous avoir éclairé sur les enjeux de la route de l'esclave. Je vous en prie. Vous l'avez compris, ce journal est terminé, mais avant de nous séparer, je voudrais que vous reteniez cette pensée d'un auteur français qui a dit, je cite, « Il faut apprendre l'histoire pour connaître le passé, comprendre le présent et se projeter dans l'avenir. » Et justement, pour se projeter dans l'avenir, je vous propose le FEMIA qui s'achève demain. Le FEMIA va se poursuivre, le FEMIA 12, d'abord on fait le point, et puis le FEMIA 13, ce sera l'année prochaine. Écoute à Salfo. Dans l'ensemble, je peux dire que tout s'est bien déroulé, les conditions météorologiques étaient là, et tous les artistes ont répondu présents à l'invitation, le public a répondu massivement présent pendant ces 4 précédents jours, et même ce soir encore, il y a de l'affluence du côté de l'INGS. Donc pour moi, je peux dire que c'est positif comme bilan pour cette 12e édition, et les objectifs ont été atteints en termes de mobilisation, et en termes aussi de spectacles et d'innovation surtout. Le moment fort de cette édition était la cérémonie d'ouverture à Numambo avec la présence de la marraine de l'édition qui est la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, qui est venue, qui a communié avec les populations et qui au-delà de cela a su faire un geste comme elle a l'habitude de le faire envers ces populations. C'est avec émotion que je l'ai accompagnée pour visiter l'Institut de formation féminin qui était à Numambo, en état de délabrement qu'elle a rénové. Elle a pris soin de rénover avec surtout le centre de santé aussi. Et j'ai vu aussi tout le matériel qu'elle a pu apporter pour la formation des femmes et tout. Cela répondait textuellement dans notre objectif d'apporter du confort et de mettre un accent sur la place de la femme dans la société. Inviter un pays à partager avec nous ses valeurs culturelles, ses valeurs touristiques et tout, était important et ça pouvait apporter aussi un cachet de plus à ce festival. Et le choix du Burkina était tout à fait logique parce qu'en termes de liens historiques et d'amitié, je ne dirais pas que les autres pays ne sont pas bien placés, mais le Burkina était le mieux indiqué en termes de relations, parce que comme le disait même le ministre burkinabé de la Culture lors de son discours, le Burkina c'est l'autre côté de la Côte d'Ivoire c'est l'autre côté du Burkina. Et je crois que par la culture, promouvoir cette amitié et cette entente, c'était important pour nous et on ne s'est pas trompé d'avoir choisi le Burkina Faso. Demain matin, nous irons tous à Gagnoa pour l'inauguration de l'école Magic System de Bayekou Bassi. Et ça aussi, c'est la grosse action sociale que nous avons mis en place pour cette 12e édition. Le but du FEMIA, c'est de toucher toutes les populations ivoiriennes. On ne peut pas le faire simultanément, mais si chaque année on peut aller dans un endroit précis de la Côte d'Ivoire pour donner de la joie aux populations, c'est important. Et Gagnoa, c'était un point pour marquer encore plus fort la cohésion sociale, le vivre ensemble et l'union et la solidarité de tous les Ivoiriens.
Et la 12e édition du FEMIA, le Festival des musiques urbaines d'Anoumambo, se poursuit sur RTI1 en raison de cette retransmission en direct sur RTI1. Vous n'aurez pas le dernier journal à 23h. Moi, je vous retrouve avec plaisir demain à 20h, mais déjà à 13h, retrouvez Hamza Diaby.